Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. This session will be in French, so if you need translation, there is the headphones there. Il y a des casques si vous voulez une traduction vers le français, enfin vers l'anglais, pardon. On ouvre cette conférence avec Monsieur Kamel Lahbib, coordinateur du Forum social maghrébin. Bienvenue à vous et bienvenue à Kamel. C'est toujours une tâche un peu difficile. Je crois qu'on m'a donné la parole parce que je suis le plus âgé de l'équipe par égard à mon âge. Je suis Kamel Lahbib, coordinateur et membre du secrétariat du Forum social maghrébin. Je suis content de cette rencontre avec vous à Bruxelles, berceau d'une des composantes que nous incriminons, qui est l'Union européenne. Et Bruxelles, après 2 étapes, une étape à Palerme et une étape à Rabat. Et notre parcours n'est probablement pas fini. Nous sommes appelés à continuer un peu plus. Forum social a vu le jour en 2004 pour le Forum social maghrébin au Maroc. Et les questions de migration ont été quasiment centrales dans nos préoccupations, au même titre que l'égalité des femmes et des hommes, et au même titre que les questions sur la démocratie. Et c'est pour ça que le Forum social maghrébin, partant de cette préoccupation spécifique, a organisé plusieurs rencontres spécifiques sur la question migratoire. Et que nous avons créé une structure, un espace, qui s'appelle le Forum social Maghreb Migration, qui a réalisé à ce jour quelque chose comme 6 éditions sur la question migratoire. Un peu partout. Bruxelles, d'ailleurs, Oujda au Maroc, Monastir en Tunisie, Tanger de nouveau au Maroc, puis encore Marrakech en marge et parallèlement à la rencontre sur le pacte international mondial sur l'immigration. Et en 2023, nous avons organisé une rencontre pour commémorer la tragédie de ce qui s'est passé dans la frontière hispano-marocaine. Les espaces que nous avons mis en place sont avant tout un lieu où les migrants ont la parole, la visibilité. Et c'est un moment de collecte d'informations, de témoignages, d'analyse, mais aussi d'inclusion de cette catégorie sociale qui vit en marge des sociétés et dans le rejet de la société. Nous évaluons les politiques migratoires des États et nous essayons de voir comment faire pression sur ces États pour le respect des droits des migrants. Ce que nous constatons tout au long de ce parcours, où le TPP, Tribunal permanent des peuples, a été une occasion formidable pour faire la synthèse un peu de décennies, autant au nord qu'au sud, sur les restrictions et la répression qui est dirigée à l'encontre des migrants. Ce que nous constatons,
à partir de ce programme ou de ces rencontres, c'est que les règles sécuritaires imposées par l'Union européenne sont devenues systématiques dans la gestion des flux migratoires. Passage des frontières par des voies légales est rendu de plus en plus difficile. Ce que nous constatons par ailleurs, c'est que la quasi-totalité des accords entre l'Union européenne et certains États du Maghreb, depuis pratiquement les années 90, a été conditionnée par une approche sécuritaire et par l'implication des gouvernements des pays maghrébins dans le rôle de gendarmes des frontières de l'Union européenne. Ce que nous constatons au niveau du Maghreb, c'est que la violence est de plus en plus utilisée fréquemment envers les personnes migrantes dans les lieux de passage, de regroupement, de transit, où elles sont torturées, violées, dépouillées, voire pour les femmes particulièrement, réduites à l'esclavage. Ce que nous constatons, c'est le refoulement à chaud qui est devenu systématique. Et les migrants sont donc de plus en plus criminalisés et condamnés au cours de procès jugés inéquitables par les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes et par d'autres. Et c'est dans ce contexte que les frontières deviennent des lieux de refoulement, de violence et de mort avec la complicité et le soutien de l'Union européenne. La Libye particulièrement, en raison de sa situation politique complexe, explosive, et en raison de l'appui de l'Union européenne et de certains pays de l'Europe, est devenue un théâtre ouvert pour les mafias et les trafiquants d'êtres humains, avec des répercussions néfastes autant sur les migrants que sur la population de la Libye. Vous avez entendu parler des barques de la mort avec leur lot périodique de cadavres, des candidats à l'immigration sur les rives de la Méditerranée, qui font aujourd'hui que cette forteresse qui a été érigée par l'Union européenne a fait du détroit de Gibraltar le plus grand cimetière de la région. C'est dans ce cadre que nous avons sollicité le TPP, en partant un peu de ces constats que nous avons vécus directement ou indirectement. Voilà déjà 8 ans, nous avons sollicité le TPP, nous n'avons pas pu le réaliser en ce moment-là, et nous sommes revenus à la charge parce qu'il y avait le Covid d'un côté, mais pas uniquement. Il y avait les restrictions et les interdictions d'un certain nombre d'associations dans la région maghrébine qui ne permettaient plus de réaliser cet événement. Gianni, tenons à cette occasion à remercier le TPP d'avoir accédé favorablement à notre demande et remercier tous et toutes ceux et celles, individus et organisations qui ont rendu possible ce moment historique. Je citerai particulièrement 2 personnes qui sont absentes et je tiens à les nommer du fait qu'elles ne sont pas là. La présidente du jury, Sophie Bessis, historienne, et Karima de Avocats sans frontières, qui a déployé des efforts énormes pour que nous puissions avancer dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet.
Nous sommes conscients que les conditions géopolitiques sont complexes, difficiles, dont un des signes de la crise est l'effondrement d'un système de valeurs mondiales des droits humains que la communauté internationale a mis plus de 70 ans à construire et qu'elle est en train de détruire à l'heure qu'il est. Nous constatons que cette situation génère et consolide l'impunité des États, des groupes, face au génocide et au traitement cruel et inhumain, renforcé par la flambée des fondamentalismes que nous constatons tant au sud qu'au nord de la Méditerranée. Rappelons à ce propos, je vois les amis de Tunisie avec nous, le communiqué publié le 21 février 2025 par le Conseil de sécurité national tunisien, où le chef de l'État, Kais Saïd pour le nommer, s'attaque violemment aux migrants subsahariens, source selon lui de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Il considère que l'immigration relèverait d'un plan criminel pour changer la composition démographique du pays et viserait à affaiblir l'identité arabo-islamique de la Tunisie. Ce discours n'est pas le seul. Il s'apparente au thème de propagande de l'extrême droite européenne, ceux de la théorie du complot, du grand remplacement et de l'effacement des identités nationales par la seule présence des migrants sur le territoire. C'est dans cette démarche et cet esprit que s'inscrit notre demande au TPP. Elle s'inscrit dans le renforcement de la solidarité avec les migrants et de la lutte contre les politiques migratoires discriminatoires et répressives qui ont mené aux divers événements tragiques que l'acte d'accusation que nous avons soumis au TPP énumère et qui s'apparente à des crimes contre l'humanité, comme c'est le cas de la Libye, avec la complicité du pouvoir en Italie et le soutien politique et financier de l'Union européenne. Le tribunal a étudié notre acte d'accusation, présenté par 54 organisations au sein du Forum social maghrébin, et il s'est tenu du 23 au 25 octobre 2025 pour statuer sur les accusations. Je passe le fait que vous avez, le jury a auditionné pas mal de témoins, il a analysé les documents qui ont été présentés tout au long de ce procès. Mais ce que je voudrais terminer, c'est que de Palerme à Rabat, à Bruxelles aujourd'hui, d'autres étapes nous attendent, dont la prochaine sera probablement le Forum social mondial à Cotonou, qui se tiendra du 4 au 8 2026. Ce que nous vous demandons, c'est de nous soutenir, c'est de vous impliquer en tant qu'organisation de la société civile, en tant que député, en tant que médias, pour que cessent les crimes contre l'humanité, contre les migrants. Je ne doute pas que l'arrêt du TPP que vous allez entendre va tant à l'encontre de l'Union européenne que des États du Maghreb, constitue, en ce qui nous concerne, un catalyseur et un stimulant
pour faire converger nos résistances et nos luttes pour des alternatives qui sont respectueux de la démocratie, de la justice, de la dignité, des libertés, y compris la liberté de circulation. Nous sommes convaincus qu'un autre Maghreb est possible. Merci. Bonjour, je suis Gianni Tognoni, je suis le secrétaire général du tribunal permanent des peuples. Je donne aussi de mon côté et de notre côté le bienvenu à cette conférence de presse pour reprendre la présentation qu'on a fait à Rabat, comme a été mentionné par M. Kamel, et qui va être maintenant tout à fait documentée de manière que le temps est très strict, de manière que j'ajoute beaucoup, sauf peut-être de dire le pourquoi profond du fait que le tribunal a repris, tel qu'il a été décrit par M. Kamel, l'idée de faire un tribunal sur un thème comme la migration d'Afrique d'autres pays à l'Europe, après avoir déjà fait de la part du tribunal d'autres sessions qui avaient pris en charge le fait d'examiner les différents aspects de la répression qui s'applique au peuple des migrants avant aussi, à partir du 17 jusqu'à 2019. Le fait de reprendre maintenant a été causé par deux raisons spécifiques que je crois soient tout à fait importantes. Après, vous sentirez un petit peu le contenu. D'un côté, le fait de voir que le centre de l'attention du tribunal est dans son nom, c'est le tribunal des peuples. Les migrants représentent, selon nous, un petit peu comme le symbole, mais le résumé concret du fait que les peuples n'existent pas comme sujet dans le droit international. Le droit international considère que seulement les États sont des sujets du droit et les peuples, avec tous les noms qu'on peut leur donner, n'existent sinon comme victimes de ce que l'État ne reconnaisse pas comme un droit applicable. C'est-à-dire, on est en train de vivre, et on a vu la situation qui a été documentée d'une façon tragique dans les dernières années, que les droits fondamentaux, ce qui devrait être la propriété et la spécificité des humains, ont été pratiquement abandonnés par le droit international, pas seulement avec le génocide de Gaza, mais en général, c'est-à-dire tout ce qui touche directement aux intérêts du pouvoir n'ont plus une place dans l'attention du droit de l'État. Le tribunal des peuples a pensé que reprendre le thème des migrants était tout à fait important dans ce sens, avec une spécificité qui est le deuxième point que je voudrais souligner, qu'il était tout à fait important, après l'expérience qu'on avait eue dans les premières années, de mettre ensemble d'une façon directe un système d'État tout à fait, disons, composé, contradictoire, comme les pays du Maghreb, qui sont en réalité très compliqués, très complexes eux-mêmes, qui représentent de leur côté un point d'arrivée d'une politique de colonisation et décolonisation plus ou moins complète, et d'autre côté une Union européenne, c'est-à-dire les deux sujets qui, pour des raisons différentes, doivent être examinés ensemble pour voir un petit peu tout le jeu d'alliance, de connivence, de complicité, de faillite dans l'application des règles même de la communauté européenne et du droit international, et de l'autre côté, des États qui composent le Maghreb. Ça a été une tentative, et je crois que la sentence du tribunal qui va être résumée ici, dans ces éléments substantiels, on a aussi le communiqué de presse, mais le texte, je crois, est tout à fait important pour la spécificité de la discussion des principes du droit et de l'examen entre le droit pratiqué et le droit qui
devrait exister pour respecter l'état du droit comme défenseur des humains et pas seulement comme le répresseur des humains. Voilà, je ne voudrais pas ajouter autre chose. Je dois tout simplement, comme on n'a pas les noms ici, vous les reconnaissez, et on a les noms et les rôles aussi dans le communiqué de presse. Le jury du tribunal a été composé, comme toujours, avec deux considérations. D'un côté, la compétence, évidemment, dans le thème qu'on traite, et d'autre côté, la totale indépendance des pouvoirs politiques qu'il représente. Il était particulièrement difficile et important dans ce cas, car évidemment, il y a beaucoup de choses qui devaient être considérées. Le jury a été composé par, on a déjà nommé Sophie Bessis, qui a joué le rôle de président. Puis on a, d'autre côté, Shadia Arab, qui est France-marocaine, Hamza Boukari Yabara de Bénin, Ouaïd Feik de Tunisie, Luca Mazera d'Italie, Braulio Moro de France et mexicaine. Je dois, la dernière point, présenter la chose que je voudrais dire. Comme toujours, l'acte d'accusation tout à fait important qui a été résumé par Kamal Aman a été présenté aux autorités des pays qui sont concernés. Comme toujours, on a demandé une présence et surtout le fait aussi d'exercer le droit à la défense. Personne ne s'est présenté et dans ce sens, le tribunal, selon son statut, a pris en examen évidemment tous les documents internationaux qui doivent être considérés comme pratiquement la base de la défense et la violation de ces droits qui a été documentée. Et ça est tout à fait important de reprendre ce que a dit Kamel. Dans le tribunal des peuples, sont les peuples qui prennent la parole pour dire les responsabilités. Ce n'est pas la conclusion d'un procès légal. Le procès légal est tout simplement la reconnaissance dans la évidence des faits que quelque chose s'est passé qui a violé directement le droit à la prise de parole et surtout au droit à l'existence de peuples qui paraissent dans le tribunal pas comme les victimes, mais comme le sujet qui justifie effectivement la sentence du tribunal. Je passe maintenant la parole aux membres du tribunal que j'ai représenté. On s'est divisé le temps pour traiter de résumer quelque chose qui est tout à fait complexe, mais je confie dans la capacité des membres du jury de maintenir le temps qu'on a prévu. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? D'accord, très bien. Donc, je voudrais déjà, au nom du jury, remercier la présidence et le secrétariat général du tribunal permanent des peuples, également remercier le Forum social maghrébin, également Avocats sans frontières et toutes les personnes qui ont permis la tenue de cette session, qui a donc été consacrée aux violations des droits humains des migrants, migrantes perpétrées par les États du Maghreb, l'Union européenne et plusieurs de ses États membres, ainsi que par certaines organisations internationales. Donc, nous nous étions réunis en octobre à Palerme pour donc la session, et entre-temps, donc, nous avons travaillé sur la production donc d'une sentence qui vous a été communiquée, qui se décline en 4 parties principales. Donc, il y a la question des origines que j'évoquerai, des faits, des droits et des conclusions. Alors, sur la question des origines, il nous semblait important de rappeler que la question du racisme au Maghreb a une longue histoire et que les violations dont nous avons été témoins et que nous avons examinées ne sont pas nouvelles, qu'elles s'inscrivent dans des traditions donc séculaires de persécution et de discrimination des populations noires subsahariennes, et que ces discriminations et ces persécutions trouvent leurs racines dans l'histoire de l'esclavage, esclavage qui a également concerné d'autres peuples venus d'Europe ou d'Asie centrale, du Caucase et des Balkans, ainsi que des esclaves chrétiens. Mais dans le cas des populations noires subsahariennes, il y a d'autres routes, notamment les routes par l'océan Indien et par le Sahara, dont on voit qu'aujourd'hui les routes migratoires reprennent un peu ces trajectoires-là.
Donc la route Soudan, Nubie, Égypte à l'est, la route partant de Gao et de la boucle du Niger au centre pour arriver à Kerouan, Tunis ou Béjaïa, et à l'ouest l'itinéraire de Sijil Massa vers le Touat et le Fès. On a également soulevé le fait qu'au moment de l'abolition de l'esclavage, on trouvait donc dans les pays concernés, les États du Maghreb, un certain nombre d'esclaves ou d'affranchis, donc jusqu'à 160 000 en Tunisie, 70 000 en Algérie, 520 000 au Maroc, 430 000 en Tripolitaine et 800 000 en Égypte, qui montrent quand même une présence importante sur le plan démographique de ces populations, qui sont aussi des populations ressortissantes de ces pays-là, et qui ont, sous l'esclavage, occupé un certain nombre de fonctions, des tâches domestiques, des travaux agricoles, des activités militaires, en tout cas un rôle important dans l'économie de ces pays qu'il faut également prendre en compte dans l'examen de leur situation. Ce que nous avons également soulevé, c'est la question du stigmate, puisqu'il y a dans les métiers auxquels ces populations noires ont été assimilées et imputées, se trouve une forte dévalorisation aux yeux des populations locales. Donc il y a un stigmate dans le statut social et le préjugé de couleur, qui fait que la relation entre esclavage et racisme est donc, comme ailleurs, très étroite et se manifeste jusque dans le vocabulaire et les appellations qui sont données donc, aux populations noires. Donc il y a un stigmate qui est extrêmement important à garder à l'esprit. On soulève également le fait que l'abolition de l'esclavage n'a pas amélioré la condition des Noirs et que dans bien des cas, il a fallu poursuivre le travail juridique d'abolition, avec notamment le cas de la Tunisie, où il a fallu un second décret en 1890 pour faire disparaître la pratique. Un autre élément important, c'est que cette longue histoire de discrimination a longtemps été occultée par deux éléments, deux facteurs particuliers. Donc, le premier, c'est l'épisode colonial, qui fait que le partage de la condition de colonisés donc, par les peuples du nord de l'Afrique comme de l'Afrique subsaharienne et les luttes de libération nationale ont créé des solidarités qui ont partiellement effacé les anciens clivages, et que si dans la population les préjugés n'ont pas disparu à l'époque, ils étaient masqués par un contexte porteur de la conscience d'un passé récent et d'un destin commun. Le second élément, c'est l'appartenance à une religion commune, l'islam, qui joue également un rôle. Alors nous avons soulevé également le cas particulier de la Mauritanie, qui est différent de celui des autres États d'Afrique du Nord, puisque depuis sa création par le pouvoir colonial français, la Mauritanie est peuplée au nord de populations dites maures, qui se sont arrogés le monopole du pouvoir et qui, donc jusqu'à une période très récente, donc la fin du XXe siècle, ont continué à pratiquer l'esclavage malgré les lois d'abolition. Le sud du pays est en revanche peuplé de Noirs pelés soninké qui sont démographiquement légèrement majoritaires, et les populations noires demeurent confinées dans une marginalité politique à peu près totale et sont victimes de discrimination à tous les niveaux. Il nous semblait également important de souligner que cette perception d'une condition inférieure des personnes noires qui alimente depuis le début de ce XXIe siècle un regain de racisme et de violence contre les migrantes noires n'empêche pas que les cultures maghrébines soient profondément imprégnées d'apports subsahariens dans leur musique, dans leur artisanat ou un certain nombre de pratiques confrériques avec des reconnaissances qui varient selon les pays, le Maroc étant sur ce point un peu plus avancé dans la reconnaissance que l'Algérie ou la Tunisie. Alors, malgré ce passé à bien des égards communs, nous soulignons donc que les politiques contemporaines des États du Maghreb vis-à-vis de la question migratoire ne sont pas tout à fait identiques, mais que si les trois pays du Maghreb central demeurent aujourd'hui une simple étape sur la route de l'Europe pour un grand nombre de migrants, il y a un élément que nous avons souligné qui est très important à prendre en compte, c'est que ces pays sont également devenus des pays d'installation et que ça a donc des répercussions sur le tissu économique et social, sur la vie politique, sur les enjeux juridiques au niveau de ces différents pays. Et nous constatons qu'il existe donc au Maghreb un phénomène analogue à celui de l'Europe, d'où l'importance, je pense, de faire la connexion avec la situation ici en Europe, qui fait coexister un refus global de l'immigration lié aux fonds historiques racistes et aux rhétoriques dominantes identitaires et à un besoin économique des immigrés. Donc les trois États, donc Algérie, Tunisie, Maroc, semblent désormais aujourd'hui se trouver sur une même longueur d'onde,
Si le Maroc a semblé notamment un temps s'en démarquer du fait de vagues de régularisation et d'une politique africaine plus dynamique, les trois sont désormais ancrés dans une logique répressive qui va en s'aggravant. Et ce sont donc ces éléments qui ont nourri notre analyse historique et qui nous ont permis de recontextualiser les faits et les témoignages dont nous avons été témoins lors de la session à Parlem et que Shadia Arab va à présent nous résumer. Merci, merci Hamzat. Donc effectivement, je vais reprendre sur la question des faits et des témoignages. On nous a fait entrer comme des bœufs. Il n'y avait que du sable et des barbelés. On était entre la vie et la mort. En sortant du bateau, la première chose que j'ai connue en Italie, c'est la prison. Ceux qui nous jettent dans le désert sont des hommes comme nous. Ces phrases ne sont pas isolées. Elles ont été entendues lors du TPP à Palerme. Elles décrivent un système de violence continue documenté par le Tribunal permanent des peuples en octobre 2025, impliquant les États du Maghreb, mais aussi de l'Union européenne. Un système de violence qui comprend d'abord les détentions arbitraires, la torture et la non-assistance. Les faits montrent d'abord un continuum de violence, de la terre ferme jusqu'à la mer, de la mer jusqu'à la terre ferme. En Libye, des centres de détention, parfois officiellement fermés, continuent de fonctionner. Un témoin explique. Les migrants y sont vendus, transférés, exploités. On parle ici d'esclavage moderne, travail forcé, extorsion, demande de rançon, violence quotidienne, violence sexuelle. Un autre témoignage, celui d'un Nigérian, rend ce système encore plus concret. Il raconte. On nous battait chaque matin. On travaillait sans être payé. Je devais dormir debout pour ne pas me noyer. Mais la violence ne s'arrête pas en Libye. Elle continue en mer. Des acteurs de sauvetage témoignent de retards délibérés dans les secours, parfois de plusieurs jours, alors que chaque minute compte. Pire encore, des attaques. Un navire humanitaire en août 2025 a été pris pour cible par la Libye avec l'absence de réaction des autorités italiennes et européennes. Une membre d'une association humanitaire témoigne. Ils ont tiré pendant plus de 20 minutes. Des balles réelles ont traversé les vitres. Ils disaient qu'ils allaient nous terminer. Enfin, en Tunisie, les témoignages décrivent des rafles ciblées contre des personnes noires, suivies d'abandon dans le désert. Un homme nous a raconté la mort de sa compagne et de sa fille. Ce que montre ce premier point, c'est une chose essentielle. La violence n'est pas ponctuelle, elle est organisée, répétée et traverse les frontières. Ces violences comprennent également les discriminations systémiques et criminalisation de la solidarité. Ce sera mon second point. Non seulement les migrants sont ciblés, mais ceux qui les aident le sont aussi. En Tunisie, des militants, des pêcheurs, des humanitaires sont poursuivis. Leur tort avoir secouru, hébergé ou simplement témoigné. Un pêcheur raconte avoir été poursuivi pour avoir sauvé des vies en mer. Une militante évoque le harcèlement, les convocations, les campagnes de diffamation. En Algérie, même logique. Un lanceur d'alerte explique après la publication d'un communiqué alertant sur les expulsions massives vers le Mali et le Niger qu'il a été licencié, poursuivi et placé sous surveillance judiciaire. Il nous dira « Nos activités sont devenues illégales. La justice est devenue impitoyable. » Et pendant ce temps, les expulsions continuent. Violence, confiscation, familles séparées. Un migrant burkinabé et demandeur d'asile a témoigné de son arrestation alors qu'il présentait un certificat du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés. Violence physique, humiliation et expulsion vers Samaka, au Niger, où il a été abandonné, sans eau, sans nourriture et sans moyens de communication. Il a déclaré « On nous frappait comme des animaux. Pourtant, nous sommes aussi des humains. » Ce que souligne le tribunal, c'est un basculement profond et une déshumanisation des migrantes et des migrants. Comme l'a dit un des avocats des droits humains lors de la séance de Palerme, je crois que c'est vous, monsieur Maître Belrit, je vous cite, « Ce n'est plus la migration qui est criminalisée, c'est la solidarité. Ces témoins-là, celles et ceux qui aident les migrants et les migrantes, ne sont pas des criminels ni des délinquants, ce sont les gardiens d'une conscience collective, ce sont eux qui se lèvent en face des États qui abdiquent l'humanité. »
Autrement dit, aider devient un crime. Et cela crée un climat de peur où même témoigner devient dangereux. Troisième et dernier point, ces violences s'inscrivent dans l'externalisation, les refoulements et la traite d'État. Ces violences ne sont pas isolées. Elles s'intègrent dans un système global lié aux politiques migratoires européennes. Ce système repose sur l'externalisation du contrôle migratoire vers des pays de transit, vers des pays d'installation. Devenue un mécanisme de violence, elle relègue les droits au second plan au profit de la sécurité, notamment dans des zones telles que Lampedusa. Depuis 2016, des accords avec des États autoritaires tels que la Turquie, la Libye, l'Égypte, la Tunisie ont renforcé la militarisation des frontières et déplacé la violence vers ces pays, parfois impliqués dans des réseaux de traite. Concrètement, cela produit quoi ? Des trajectoires marquées par la violence extrême. Des témoins racontent un même schéma : interception, désert, détention, Libye. Souleymane décrit : j'étais attachée. Il me frappait jusqu'à ne plus rien sentir. Rose raconte : on nous a enchaînés, bandés les yeux et vendus. Il disait : soit tu payes, soit tu te vends, soit tu meurs. Everest ajoute : il nous électrocutait. Des gens mouraient devant nous. Ces 3 témoignages décrivent des interceptions en Tunisie suivies de détentions dans des cages à ciel ouvert en plein désert avant d'être livrés à des groupes armés libyens, parfois en échange de carburant ou d'argent. En Libye, toutes et tous ont été victimes de tortures, de violences quotidiennes, d'extorsions, de demandes de rançon et pour Rose, et pour les femmes de manière plus générale, de violences sexuelles. On parle ici de traite d'êtres humains avec implication d'acteurs armés dans un système rendu possible par des accords internationaux. Enfin, la frontière de Melilla, des images montrent des refoulements violents avec mort par étouffement et écrasement lors de bousculades. Ce que démontre cette 3e et dernière partie, c'est que la violence est structurelle. Elle est produite par des politiques financées, organisées et déléguées. Pour conclure au fond et donner la parole à mes collègues, tous ces faits et ces témoignages disent une chose simple. Ce n'est pas une simple série de dérives, c'est un système organisé. Un système où être migrant expose à la violence et où aider devient un crime. Et surtout un système qui ne s'arrête pas aux frontières. Il est pensé, financé et assumé, à la fois par les États du Maghreb, complices de la politique migratoire de l'Union européenne. Dès lors, une question s'impose, comment qualifier juridiquement ces faits ? Je laisse la parole à Wahid et à Lucas pour répondre à ces questions. Merci Shadia pour cette transition. Et effectivement, donc, on se demande comment le droit qualifie ces crimes. Et vous allez bien sûr nous excuser parce qu'on a essayé d'utiliser toutes les conventions internationales qui existent. Bien sûr, c'est des conventions que tous ces États, que ce soit du Maghreb ou des États de l'Union européenne, ont ratifié majoritairement. Ce qui fait que nous allons appliquer ce droit à des pays qui ont déjà ratifié ce droit. Et bien sûr, nous allons axer notre travail sur 2 axes. Le premier concerne les crimes ou les violations par les États eux-mêmes en tant que sujet de droit international. Et deuxième volet sera traité par Lucas. Ça concerne un peu, parce qu'on s'est posé la question, comment et dans quelle mesure peut-on considérer ces violations comme étant des crimes contre l'humanité. Je pense qu'il s'agit là d'une grande avancée qui se rajoute à une avancée qui a été déjà entamée depuis 2017 et 2019 par ce tribunal. Donc en fait, on a essayé de voir quelles sont ces violations. Et là, j'aimerais bien partager avec vous l'idée centrale de notre travail. Nous avons recensé 7 grandes violations qualifiées par le droit international comme étant des violations graves des règles impératives du droit international, ce que nous appelons d'une manière juridique les jus cogens. C'est les règles impératives et c'est là où la responsabilité des États devient une responsabilité beaucoup plus alourdie vu en fait la gravité des crimes commis. Bien sûr, en fait, nous sommes basés sur un arsenal d'au moins une vingtaine de conventions internationales allant de la Convention relative à l'esclavage depuis 1926 jusqu'aux plus récentes, la CEDAW ou la Convention sur la torture, la Convention relative aux droits de l'enfant, les conventions aussi régionales, ça veut dire la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples. Tout cet arsenal s'applique en la matière et nous avons recensé 7 grandes violations. Nous commençons bien sûr par
la non-assistance et naufrage intentionnel. Et là, bien sûr, c'est une violation de toutes les conventions internationales, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Je rappelle à ce niveau-là que, mis à part les conventions, une jurisprudence, que ce soit sur le plan international, la Cour pénale internationale, ou régionale, et notamment la Cour européenne des droits de l'homme et bien sûr la Cour de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, considèrent aussi comme étant des violations graves aux droits humains. Et bien sûr, je vous épargne les détails et le nombre de décisions rendues par ces instances, dont je cite peut-être la plus récente, celle du 14 octobre 2025, rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un arrêt, entre parenthèses, contre la Grèce, là où la Cour conclut à la violation de l'article 2 relatif aux droits de la vie et de la Convention européenne, bien sûr, des droits de l'homme. Deuxième grande violation, c'est la détention arbitraire, torture et traitement inhumain ou dégradant. Bien sûr, il s'agit là d'une violation très grave des dispositions de toutes les conventions que nous avons citées. Et là, bien sûr, une jurisprudence, que ce soit de la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme, retient la responsabilité d'un État pour avoir exposé un demandeur d'asile à des traitements inhumains en le transférant vers un pays tiers défaillant. Donc il s'agit là aussi d'une assise jurisprudentielle à notre sentence. Troisième grande violation, c'est des violations systématiques du principe de non-refoulement. Ça croît, quand vous le remarquez, ça a été cité tout à l'heure par Chedia dans les faits, mais bien sûr, on le remarque presque quotidiennement, les États des deux rives, que ce soit les États maghrébins ou bien sûr les États de l'Union européenne, procèdent à un non-refoulement, alors que nous le savons que le droit international interdit clairement le refoulement d'immigrants. Et une jurisprudence constante des deux rives aussi condamne cette violation. Quatrième violation, c'est les discriminations raciales, ethniques et criminalisation raciste de la migration. Nous l'avons remarqué aussi que l'usage de ce type de considérations ethniques et racistes œuvre aussi et amplifie les violations à l'égard des migrants et des migrantes. Et nous l'avons remarqué, ça a été rappelé tout à l'heure par Sikamel, que ce soit dans les discours officiels, mais on peut dépasser les discours officiels, mais surtout dans les lois des États. Et ces considérations racistes, on les voit aussi dans des dispositions juridiques, et c'est là où c'est très grave. Tout à l'heure, Sikamel parlait d'un discours officiel d'un chef d'État, et il est vrai que ça a été dit par Hamzat tout à l'heure que les sociétés maghrébines sont des sociétés aussi à tendance raciste, mais le rajout, c'est qu'à partir de 2023, on passe de sociétés racistes à des États racistes. Et c'est là où on ouvre la voie devant des violations beaucoup plus massives. Cinquième, si vous voulez, violation grave, c'est la criminalisation de la solidarité envers les personnes migrantes. Et là, on a vu ensemble, c'est des violations de toutes les conventions internationales et surtout le fait, notamment dans mon pays, je parle de la Tunisie, là où un grand nombre de défenseurs et défenseurs des droits des migrants sont en prison avec des peines très très lourdes de 5 à 7 à 8 à 10 ans de prison ferme pour un acte humain de porter, si vous voulez, une solidarité à des migrants et des migrantes. Sixième violation, c'est l'externalisation des frontières et délégation illégale des fonctions régaliennes. Là aussi, on le remarque, la montée de ces centres de détention, là où on dépense énormément d'argent, que ce soit sur la rive nord de la Méditerranée, mais aussi d'aider les États de la rive sud à avoir ces centres qui sont complètement des centres illégaux. Les témoignages le montrent avec toutes les violations exercées à l'intérieur de ces centres. Dernière violation très grave, c'est que ça concerne principalement les mineurs et les enfants accompagnés ou non accompagnés. Il s'agit là de violations à l'encontre de toutes ces conventions internationales et notamment la convention relative aux droits de l'enfant. Et je rappelle à ce niveau-là qu'une jurisprudence très intéressante, y compris de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de l'Union européenne en matière des droits de l'enfant, là où on interdit
tout acte de violation des droits des enfants, des enfants migrants, accompagnés ou non accompagnés. Et là, je pense que les violations sont très dangereuses. C'est cette violation commise par les États font que ces États sont responsables en tant qu'État, en tant qu'entité du droit international, pour premièrement répondre de leurs actes et de prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter ce type de violation. Ce premier type de violation à l'égard des États sera complété par les violations qui pourraient être imputées à des personnes. Et Luca vous fera part de la sentence en la matière. Oui, la dernière partie de la sentence est dédiée à la question de la responsabilité pénale, donc la responsabilité des individus. Et nous pensons, dans la sentence, on a écrit que le fait qu'il s'agit de violences systématiques et systémiques ne doit pas être un obstacle à l'individuation des responsabilités individuelles, parce que tous les choix qu'on a été pris ont été pris par des personnes, par des individus qui sont au chef d'État, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Étranger. Et le tribunal pense que c'est très important que la responsabilité doit être une responsabilité individuelle, parce que le tribunal, le TPP, a compétence pour juger des infractions, des actes illicites des États, mais aussi des individus. Alors, du point de vue du droit pénal international, la norme qui vient en considération, c'est l'article 7. L'article 7 le statut de Rome, donc le statut de crime international. L'article 7 qui parle des crimes contre l'humanité. Les crimes contre l'humanité, pour ce qui concerne l'élément matériel du crime, ce sont deux les éléments. Le premier, c'est le soi-disant élément de contexte. Les crimes contre l'humanité doivent passer dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile. Ce tribunal croit qu'il y a tous les éléments pour définir les migrants, une population civile envers laquelle on a fait une attaque systématique et généralisée. Et puis, dans ce contexte, on doit, pour parler de crimes contre l'humanité, voir qu'il y a des crimes spécifiques qui sont énumérés par cet article. On parle de meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation et transfert forcé des populations, emprisonnement, torture, viol, persécution de tout groupe ou de toute collectivité. Alors, de ce qu'on a vu avant, on a tous les éléments pour dire qu'envers les populations des migrants, on a été commis ce genre de crimes. Meurtre, extermination, on a eu beaucoup de témoignages, surtout pour ce qui concerne la situation de la Libye, mais pas seulement la question de la Libye. L'emprisonnement illicite, la torture, le viol et la violence sexuelle, c'est une pratique absolument généralisée en Libye surtout, mais aussi en Tunisie pour ce qui concerne les témoignages qu'on a écoutés. Pour ce qui concerne l'élément moral du crime, le caractère systémique des violations constitue un élément de preuve significatif qui atteste de la conscience de l'attaque violente que subit la population migrante depuis des années. Conscience de la partie des auteurs matériels des crimes, mais aussi de la partie des instigateurs et complices de ces crimes. Et ce qu'on a réfléchi comme tribunal des peuples, c'est qui sont les responsables. Les responsables, ce sont les auteurs directs des infractions, des crimes. Et alors, on pense surtout et avant tout à la situation libyenne et à la responsabilité des milices libyennes. Ce sont les chefs d'État, les ministres des pays du Maghreb qui ont permis ou qui directement, comme dans le cas de la police tunisienne qui va laisser dans le désert les migrants, réalisent ces crimes. Mais on a réfléchi aussi sur la responsabilité des autorités européennes, et c'est ça le thème qu'on veut parler surtout dans ce moment-là,
parce qu'il y a beaucoup d'éléments du point de vue juridique pour soutenir qu'il y a une responsabilité pénale individuelle des chefs d'État européens pour les politiques. Par exemple, si on regarde la responsabilité des autorités italiennes, les accords avec la Libye, ce sont des accords qui permettent par les autorités libyennes de commettre des crimes contre l'humanité. Donc, il y a, de point de vue juridique, une responsabilité pour complicité, sinon une véritable responsabilité directe des autorités italiennes. Et donc, je parle du président du Conseil italien, du président des ministres de l'Intérieur et des ministres de l'Extérieur italiens. Et on a déjà des plaintes qui ont été déposées auprès du parquet de la Cour pénale internationale, et le TPP souligne dans la sentence l'importance de soutenir cet effort et de soutenir le droit pénal international dans un moment très grave de crise. Tout le monde connaît quelles sont les attaques auxquelles doit faire face la Cour pénale internationale dans le cas, tout le monde le connaît, le cas de Netanyahou, le cas de Poutine. Et donc, avec les attaques que la Russie, les États-Unis, Israël ont fait aux juges de la Cour pénale internationale, alors le TPP affirme la nécessité que la société civile se rende compte de cette importance et soutient l'effort d'un droit pénal international qui va viser pas seulement le continent africain, mais aussi le continent européen et les dirigeants des États européens. Nous croyons qu'il y a cette possibilité, Ce n'est pas facile, le tribunal n'avait pas la possibilité de faire une enquête personnalisée sur les responsabilités individuelles, mais tous les témoignages qu'on a entendus nous donnent l'idée que cette individualisation des responsabilités, c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Ce n'est pas une tâche du TPP, c'est une tâche des tribunaux formels. Et je vais conclure avec ça, et avec ça conclut le tribunal. C'est très important que cette sentence du TPP soit aussi suivie par des actions en justice concrètes, qui donnent la possibilité d'avoir justice pour les personnes qui ont subi les violences que nous avons entendues. Et nous sommes au courant que deux des victimes qui ont été entendues devant le TPP ont déposé une plainte devant la Cour africaine des droits de l'homme, avec l'aide de Maître Boulgat, et qui ont déposé une plainte contre la Tunisie. La Tunisie, c'est un des peu pays de l'Afrique qui donnait la possibilité d'un recours direct, parce que maintenant ne le donne plus. Et donc le tribunal pense que l'idée de la responsabilité pénale individuelle, ça peut être aussi un élément pour faire changer la perception de la migration et obtenir une large participation de la société civile dans ce domaine. Et je donne la parole pour spécifiquement le rôle de l'Europe et des États européens à mon ami Braulio Moro. Allô? Ça marche? Oui, bonjour à tous et à toutes. Et par hasard de la vie, je dirais, il y a exactement 7 ans, le 9 avril 2019, plusieurs d'entre nous, on était au Parlement européen pour dénoncer à ce moment-là ce que nous considérons des violations graves et de la grave responsabilité qu'avait l'Union européenne à ce moment-là sous la violation des droits de l'homme des personnes migrantes. C'était devant le Parlement européen et c'est à l'occasion de présenter les conclusions des sessions qu'avait tenues le Tribunal permanent des peuples à Barcelone en 2017, à Palerme, à Paris, à Barcelone et à Londres. D'où des conclusions
qu'on avait tirées principalement de ces sessions et qu'on avait présentées devant le Parlement européen, c'était le suivant: d'avoir une violation systématique des droits de l'homme des personnes migrantes. Ça, c'était récurrent. On avait les preuves. Et deuxièmement, à ce moment-là, nous avons attiré l'attention sur la contradiction flagrante qui existe entre les discours de l'Union européenne, qui dit concrètement sur les principes de les représenter ou défendre l'universalité des droits humains, d'un côté, la indivisibilité des droits humains, et de l'autre côté, l'application récurrente des lois qui vont à l'encontre des droits des personnes migrantes. On avait signalé ça. 7 ans après, nous sommes le mois d'avril 2026, nous pouvons constater que cette situation, pas seulement s'est détériorée, mais qu'elle s'aggrave de jour en jour. Et ça, c'est très important, et c'est ça qui fait partie de la conclusion de la session de ce tribunal-là. Je voudrais donner quelques exemples que peut-être vous les connaissez. La première, c'est l'autre commissaire des réfugiés de la ONU a déclaré le 22 mars 2019 qu'en 2018, tous les jours, il y a eu 6 morts dans la Méditerranée. Tous les jours, il y a eu 6 morts dans la Méditerranée. Ça, c'était, je dis bien, et 2019. L'année dernière, entre janvier et novembre de l'année dernière, selon l'Organisation internationale de migration, il y avait déjà 1500 morts dans la Méditerranée. Si vous faites les calculs, ça donne à peu près 5 morts par jour. Vous direz, il y a une baisse. Le problème qu'il faut prendre en considération, qu'en même temps, l'Organisation internationale de migration précise que l'année dernière, il y a eu une baisse du nombre de personnes qui essayaient de traverser la Méditerranée de 20%. C'est-à-dire que proportionnellement, il y a plus de morts dans la Méditerranée, dans la frontière sud de l'Union européenne. Et c'est pour ça que nous disons c'est grave, c'est très grave. Deuxième exemple qui me semble important, ou qui nous semble important d'évoquer, c'est les décisions qui ont été prises récemment par le Parlement européen et qui très probablement seront ratifiées avant la fin du mois de mai prochain, dans le cadre du pacte européen de migration et d'asile. Et ça, c'est très important aussi de le signaler. Là-dedans, il y a un problème qui est le suivant. Le Parlement européen a voté la possibilité de créer des centres de rétention dans des pays tiers dits sûrs. OK? Le Conseil européen a donné déjà une première liste de quels sont ces pays tiers sûrs. Il faut les évoquer. Vous savez, Bangladesh, la Colombie, l'Égypte, l'Inde, Kosovo, Maroc, Tunisie, entre autres. Il a déjà donné son accord sur ça. Je voudrais que vous tourniez la tête un peu vers ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Donald Trump, le gouvernement de Donald Trump? Et ça, c'est très important de réfléchir. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il a lui aussi passé des accords avec des dits pays tiers sûrs. Quels sont ces pays-là? La Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, Eswatini, Rwanda, Ghana. Et sont les immigrants qui sont en train d'être envoyés là-bas. Ce qui est intéressant, signaler dans ce cadre-là, c'est que dans un cas comme dans l'autre, les gouvernements, dans ce cas-là, l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne payent un tiers pays pour recevoir les immigrants. La même chose que fait Donald Trump. Donc, la situation est grave. Nous disons que c'est très grave
Et il faut agir à ce niveau-là. Troisième élément. À partir de là, nous considérons la chose suivante. Il est évident que la externalisation de la frontière sud de l'Union européenne cautionne les violences infligées aux migrants et soutient indirectement le régime qui, loin de respecter les normes internationales de protection des droits humains, les piétine ouvertement. Ça, c'est une question très importante. Ce qui a été adopté par le Parlement européen, et nous insistons, ce qui pourrait être ratifié d'ici moins de 2 mois par le Conseil européen, change la donne complètement de ce qu'est l'Union européenne et de son approche, de ce qu'est son approche vis-à-vis des droits humains, des droits des migrants, des principes qui ont constitué l'Union européenne. Nous considérons qu'il n'est pas si inutile de rappeler que les politiques de l'Union européenne et de ses États membres en matière de contrôle des migrations et des frontières extérieures et de criminalisation des migrants s'inscrivent dans un contexte de recul général des droits humains, de développement de mécanismes de surveillance et de contrôle des populations, des discours sécuritaires et ou aussi qui prétendent abandonner les immigrants à l'extérieur. Ça, c'est très important de le considérer. Nous pensons, et nous avons largement montré, que l'Union européenne elle-même est en train de mettre en place de plus en plus de politiques restrictives sur un angle sécuritaire. Et ça ne peut pas continuer comme ça. C'est évident qu'on court à la catastrophe et surtout, on légitime l'assassinat, la mort de milliers de personnes tous les ans dans la Méditerranée Sud. Il faut, peut-être que vous le connaissez, ce qu'a pris déjà comme décision l'Union européenne récemment. D'un côté, il a bloqué la Méditerranée orientale. C'est déjà bloqué. Ce sont les accords qui ont passé avec la Turquie, ce sont les accords qui ont passé avec l'Afghanistan même. Il a bloqué déjà la Méditerranée centrale. Ce sont des accords qui ont passé avec la Tunisie, entre autres, et l'Égypte. Et maintenant, évidemment, plus récemment, l'a fait aussi avec le côté de la île Canaries, avec notamment la Mauritanie. Donc, on est dans cette situation-là. Je voudrais donner quelques éléments aussi qui me paraissent qui sont importants que vous preniez en considération. Pourquoi nous disons que c'est grave ce qui est en train de se passer au niveau de l'Union européenne? Ça concerne la chose suivante. Les États-Unis, je disais, sont en train de payer déjà à des pays pour recevoir les migrants. Pardon. Ce qui se passe ici dans l'Union européenne, c'est exactement la même situation. Donc, ce que nous disons en conclusion de cette situation, comme au tribunal, c'est la chose suivante. Vous permettez 30 secondes. C'est qu'il est temps que la situation change. Ce qui va être approuvé, si jamais être approuvé, à la fin de mai, au début juin, quand le pacte sur les migrants et l'asile se met en place, si ça se met en place, sera une régression qualitative pour l'Union européenne, pour les droits de l'homme, pour les droits de l'humanité. C'est à nous, à ce tribunal-là, aux europarlementaires, à la presse de dénoncer cette situation, parce que la situation, on peut la changer. Ces catastrophes, ces violations récurrentes des droits humains vis-à-vis de la population migrante, ce n'est pas quelque chose d'inéluctable, on peut la corriger, et c'est ça qu'on essaie de faire avec précisément les conclusions qu'on a tirées de l'acte d'accusation du tribunal de la sentence. Merci. Merci pour toutes les présentations. On a prévu dans cette rencontre une période pour avoir des questions des participants directement aux membres du tribunal. Après, on aura un quart d'heure de cette intervention et puis on va passer à des interventions des autres qui sont prévues pour la session. Si ceux qui demandent se présentent pour se qualifier, puis on prend la parole. Tout est clair. Surtout, tout est clair. Voilà.
Si vous voulez venir directement ici, bien, on ne peut pas déplacer les micros. Ah. Ah, ok. Donc, moi, c'est Franck Tédier. Je suis doctorant chercheur à l'Université de Gênes. Donc, je suis très ravi d'être là parmi vous. Je remercie les différents membres pour les différentes présentations. Moi, je garde en moi mon âme un peu d'activiste au sein de la société civile en Tunisie, dans une vie passée. Et la première question qui me revient à l'esprit après ce verdict hautement symbolique, c'est vraiment l'étape d'après. Donc, c'est le what next. J'aimerais bien, je suis dans la projection parce que je pense que la sentence qui a été prise, la portée symbolique, que ce soit dite à Bruxelles, siège, comme vous l'avez dit, des institutions européennes et où la responsabilité de l'Union européenne est hautement questionnée dans tous les mécanismes de violation des droits humains. Donc, vu qu'on est à Bruxelles aujourd'hui, ma projection, voilà, à l'endroit que ce soit des membres du jury ou même de l'organisation, c'est l'étape d'après. Compte tenu du fait qu'on l'a mentionné, des témoins, des personnes qui avaient, des témoins ont porté plainte contre l'État tunisien à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, laquelle Tunisie s'est retirée de la dite cour. Donc, on est un peu au-delà de la portée symbolique. Quelle est concrètement, ou du moins dans le futur, les prochaines étapes? Merci. S'il y a quelqu'un qui veut, vous allez bien répondre maintenant ou bien... John, on a une personne, tu vas. Ah, non, Peut-être alors on voit s'il y a autre question et puis on va faire des... J'ai une question. Voilà. Merci. Je me présente, je suis Rose Ebossi Soucha-Chapche. Je fais partie des témoins, de ceux qui ont témoigné à Palerme, qui ont porté plainte contre la Tunisie et la Libye. Je fais partie de ceux qu'on a violentés, de ceux qu'on a violés, de ceux qu'on a enchaînés. J'en fais partie. Et je voudrais savoir, au fait, je suis reconnaissante pour tout ce que vous faites pour les migrants, de pas dans les cadres qu'on nous montre, pour le combat que vous êtes en train d'effectuer, et pour le courage et la vivacité que vous avez de faire des choses. Mais il y a une petite chose qui me travaille l'esprit et j'aimerais vraiment poser cette question. Après tout ce qui s'est dit ici et les décisions que vous avez prises vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer par rapport aux migrants, j'aimerais savoir est-ce que vous avez prévu pouvoir venir en aide à toutes ces personnes-là qui sont encore incarcérées dans des prisons, qui sont encore en Libye, en Tunisie, qui sont en train de souffrir, qui sont en train d'être brûlées, qui sont en train d'être enterrées dans le sable mouvant. J'aimerais vraiment savoir ce que vous voulez encore, si vous allez le venir en aide après que vous aurez fini de conclure ce que vous avez prévu faire. C'est un peu ça ma question, merci. Non, je voudrais juste d'abord remercier vos deux questions et puis ce témoignage aussi, madame. Je pense que voilà, on en a parlé quand j'ai présenté les faits, mes collègues également. On sait que c'est des souffrances, des violations qui sont très importantes, des assassinats, des morts aux frontières, et que c'est très difficile à la fois à entendre et
et à poursuivre aussi sur une politique qui soit véritablement plus humaine, en fait. Je pense que l'objectif du tribunal permanent des peuples, pour répondre aussi à Franck, c'est vrai qu'il est symbolique, c'est vrai que c'est quelque chose de symbolique, mais je pense que ça a aussi une portée importante, et que l'idée, c'est que cette sentence, elle puisse être diffusée, médiatisée. Il y a eu une présentation à Rabat il y a quelques semaines. Je pense que c'est très important qu'on puisse aussi faire des présentations dans les pays du Maghreb qui sont aujourd'hui accusés. C'est quelque chose de symbolique, mais c'est aussi quelque chose d'historique. Parce que Kamel le rappelait tout à l'heure, ils ont mis 8 ans pour que ce tribunal permanent des peuples, avec des accusations pour les pays du Maghreb, se fasse. Et je pense que ça va marquer l'histoire des politiques migratoires des pays du Maghreb, parce qu'on pensait que ce n'était pas possible de faire ça. Et donc je pense que déjà le fait de tenir ce tribunal permanent des peuples sur les accusations des politiques migratoires dans les pays du Maghreb, avec la complicité de l'Union européenne, c'est déjà un pas énorme pour peut-être faire évoluer les choses. L'objectif aussi du TPP, c'est de médiatiser, on l'a dit, c'est d'informer, c'est de diffuser cette information, et c'est aussi que nos politiques migratoires puissent changer et que nos politiques puissent s'emparer de ces sentences. On a aujourd'hui un eurodéputé, Damien Carême, qui est déjà très engagé sur la défense des droits des migrants et des migrantes. Vous avez aussi un rôle au sein de vos institutions. Et je pense qu'on est très content de vous avoir, mais j'espère que vous allez aussi porter la voix de ce qui s'est passé aujourd'hui, de ce qui s'est passé pendant ce tribunal permanent des peuples, parce que je pense que c'est vous qui pouvez faire changer aussi les choses. Voilà. Donc, je ne sais pas c'est quoi après, mais tout à l'heure aussi, Braulio, mon collègue, disait, il y a 6 ans, on a fait l'accusation de l'Union européenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est détérioré, voire ça s'est aggravé. On espère que ça ne va pas être le cas pour les pays du Maghreb, mais je vous dis déjà, c'est historique ce qui s'est passé de pouvoir avoir des témoignages, de pouvoir avoir des avocats, des avocates qui étaient avec nous, et de pouvoir aujourd'hui diffuser et avoir cet échange autour de ces questions. Donc voilà, sans vraiment répondre et vous dire qu'est-ce qui va se passer demain, mais en tous les cas, l'idée c'est qu'aujourd'hui, s'est passé quelque chose, et qu'on espère aussi que les femmes et les hommes politiques des pays de l'Union européenne, des pays du Maghreb, s'emparent de cette sentence pour en faire quelque chose de plus humain. Oui. Tu viens ici. Si tu veux venir ici. Non, mais quand on a saisi il y a 8 ans déjà le tribunal permanent du peuple, nous, société civile, on savait que la portée, elle est plus symbolique pour juger les politiques de nos gouvernements aussi, de notre pays. Parce que, pourquoi cette idée-là nous est venue? Parce que nous avons suivi ce qui s'est passé, le tribunal des peuples qui siégeait à Barcelone, puis à Paris, puis à Londres, et on a jugé à l'époque les politiques européennes. Nous, on s'est dit, nous aussi, nos politiques doivent être jugées pour leur complicité à l'époque. Déjà, il y a 8 ans, la situation n'est pas aussi grave qu'aujourd'hui dans nos pays, je parle. Rien que le pays, la Tunisie, que tu connais, Franck, et tu as subi ce que se passe en Tunisie depuis maintenant 3 ans au niveau de la migration. Maintenant, la suite, si vous voulez, de cette sentence, de ce jugement, c'est à nous, société civile, de le poursuivre. C'est à nous de se saisir, nous, en tant que société civile, en tant qu'association, en tant que défenseurs des migrants, de se saisir de ce jugement et d'aller encore plus loin. Par exemple, je peux vous dire que nous, il y a Maître Brahim Belghid qui est avec nous, on est en train de poser une plainte au cours du Cour pénal international. On ne sait pas si elle va être retenue. On l'a déjà déposée, elle est dans les premières étapes, mais sur la question, effectivement, du racisme et de ce qui s'est passé en Tunisie. On a déposé une plainte contre le gouvernement tunisien en personnalisant effectivement les responsables, c'est-à-dire le président de la République, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, et
tous ceux qui sont impliqués dans les actes et ce qui s'est passé depuis en Tunisie, depuis la déclaration. Donc c'est à nous, société civile, de continuer, et on va continuer, on vous assure qu'on va pas s'arrêter là, et la sentence qui vient d'être aujourd'hui prononcée, ça va être un des appuis pour la société civile pour continuer. Et merci. Si je peux ajouter après, je crois qu'on va avoir d'autres interventions en tant que représentant du tribunal permanent du peuple. Tu veux... Ah, pardon. Oui, non, je voulais juste rajouter le fait que dans nos délibérés, on a réfléchi sur la pertinence ou pas, notamment d'évoquer l'Union africaine, par exemple. C'est un point qu'on a posé, mais il s'est avéré que dans le cas des pays d'origine qui sont quand même aussi concernés, ça nécessite en fait de travailler un autre type de jurisprudence. Donc ça peut être peut-être quelque chose qu'on peut ouvrir pour s'interroger sur les causes qui amènent les migrants à migrer, à quitter leur pays. Donc ça peut être aussi un axe sur lequel on peut travailler. On peut également regarder, puisque là on a parlé des routes transsahariennes, mais on a aussi la question de l'océan Indien, où on a, je pense, plus de gens qui meurent dans l'océan Indien que dans la Méditerranée, on en parle encore moins. Donc il y a d'autres espaces, je pense, qui sont encore aujourd'hui à aborder, et d'autres acteurs qui peuvent être également touchés et sollicités. Voilà. En suivant ça et puis donnant la parole, je crois que le problème du poids, disons, symbolique du tribunal permanent des peuples, ça c'est sûr. Au niveau du droit international formel, le tribunal est un tribunal qui est au fond un tribunal de la conscience des peuples. Le problème qu'on doit considérer aujourd'hui, c'est que la tentative aujourd'hui de la communauté internationale est de considérer le droit international comme purement symbolique, c'est-à-dire qu'il soit seulement un exercice de déclaration qui pratiquement ignore les peuples, c'est-à-dire s'il y a un droit sans les peuples, que signifie vraiment la non-validité du droit international. Les migrants, dans ce sens, sont un peuple transversal qui reproduit la même situation du peuple palestinien. Alors, il faut dire que la conscience qui a soulevé le génocide du peuple palestinien est purement symbolique au niveau international. C'est un élément, un moment de la lutte pour retrouver et relancer un petit peu le rôle effectif du droit international indépendant des pouvoirs qui nie l'existence et le jus cogens, comme disait Waïd, car le jus cogens est tout à fait cogens, c'est-à-dire s'il est obligatoire. Le problème est qu'il y a les États qui considèrent le peuple symbolique et pas vraiment la substance. C'est une partie de la lutte. Depuis son origine, le tribunal a toujours pris la charge d'être une tribune réelle, pas seulement symbolique, des peuples pour donner une visibilité et pour nommer les noms. Le fait, comme disait le tribunal, de nommer selon les violations ces choses comme des crimes avec des responsabilités individuelles et systématiques, c'est un parti qui est tout à fait important et pas seulement pour l'opinion publique en général, mais par exemple, je crois aussi pour tout ce qui est la presse et la manière d'interpréter les situations de la Convention européenne peuvent être légales point de vue, disons, politique, mais qui sont une violation effective de personnes réelles, comme on a dit dans le tribunal. On ne discute pas des principes seulement, il faut vraiment rendre visibles les personnes. Pardonnez l'intervention peut-être hors du contexte. Je crois que maintenant, s'il y a... Tu voulais parler? Rapidement, parce que la question fondamentale sur le suivi, est-ce qu'on devrait faire? J'en profite. On ne peut pas poser cette question au jury, qui est un organe indépendant qui juge des faits et qui émet une sentence. Je tiens à les remercier. Il y a eu une implication militante formidable
parce que chacun d'eux et d'elles, puisque tu es là toute seule, sont impliqués à titre personnel ou à titre d'association ou dans leur profession dans la défense des migrants. Donc, il y a une adhésion sur les principes, mais le tribunal juge des faits. C'est ce qu'il a fait. L'avenir, on doit le construire ensemble. On a vu des pistes où il y a des personnes qui ont intenté des procès. Il faut multiplier ces procès. Mais en même temps, il s'agit de pouvoir les faire converger dans une mouvance collective qui permet de généraliser la démarche. Il est clair qu'aujourd'hui, sur les questions des prisonniers, prisonnières, etc., qui sont détenus, il y a un travail qui est fait. Et je regarde autour de moi quelques amis qui fonctionnent, qui travaillent là-dessus. Nous avons intervenu, par exemple, pour libérer des prisonnières en Libye. Comme nous avons à un certain moment au Maroc milité pour la régularisation. Il y a plein de choses à faire, mais disons, si nous voulons structurer, nous sommes forts d'un jugement qui est émis par le jury du TPP. Il est clair que nous avons une relation spécifique, politique, j'allais dire, référentielle autour des droits de l'homme, sur lesquels nous allons pouvoir continuer. Nous sommes en train de discuter avec Gianni du TPP sur comment, justement, porter ce discours et ces revendications au niveau de l'Afrique. On va le faire, quel que soit X, avec les moyens de bord qui sont limités. Sur le plan humanitaire, le travail, on n'est pas les seuls. Il y a une multitude d'associations qui continuent à travailler sur le terrain à plusieurs niveaux. Humanitaire, défense des droits, dénonciation, etc. Mais si on veut réellement avancer, non seulement on va avancer avec le TPP parce que nous sommes engagés ensemble sur un processus et nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes objectifs, mais comment faire impliquer ici, en Europe, les députés pour qu'ils prennent et qu'ils assument leurs responsabilités dans les crimes qui sont commis par les États et par l'Union européenne. Ce n'est pas à nous, c'est à eux de voir quelles sont les mesures qu'ils devraient mettre en place pour que ça cesse. Les médias, puisque nous sommes dans un lieu de médias. Les médias jouent un rôle important. Nous comptons sur les médias pour véhiculer et être un peu le relais de ce que nous faisons sur le terrain et sur les conclusions politiques auxquelles nous sommes arrivés. Je tiens de nouveau à vous remercier et à remercier nos amis avocats qui ont fait un travail magnifique pour essayer de plaider notre acte d'accusation avec les risques politiques qu'ils encourent dans leurs pays respectifs. C'est pas évident. Nous ne sommes pas dans des États qui respectent la démocratie. Nous sommes dans des États qui restreignent les libertés. Et donc, nous courons des risques. Et ces risques, nous voulons avoir un support en Europe pour qu'on puisse continuer, un temps soit peu, ce travail pour la liberté et pour les droits des migrants. Merci. Voilà, donné au temps et en tenant compte de personnes qui ont demandé d'intervenir pour commenter la session du tribunal, je donne la parole à la personne qui a suivi un petit peu cette partie de l'organisation pour introduire les personnes qui peuvent être présentes. Donc déjà, une personne qui a des problèmes de maladie n'est pas là, mais voilà.